Dans cet épisode de podcast, on va parler beaucoup de santé mentale. Le but n'est pas de faire de la psychologie, mais plutôt de montrer les modalités et les différentes approches afin de choisir la meilleure plante médicinale pour t'accompagner là-dedans. L'idée n'est pas d'offrir un traitement, diagnostic, un avis ou autre parce que je ne suis pas médecin, mais c'est vraiment pour t'accompagner parce qu'il y a des plantes qui ont démontré des bienfaits et c'est pour t'aider à choisir laquelle sera la plus appropriée pour toi. Mon nom, c'est Charles Vaillancourt, je suis naturopathe agréé. Ça fait plus de 10 ans que je t'accompagne au quotidien, tant en boutique qu'en consultation. Je ne suis pas médecin, nutritionniste, sourd, donc c'est certain que si tu as des conditions de santé, si tu as des médicaments, si tu as des vulnérabilités, des prédispositions, appelle ça comme tu veux, je te conseille d'en parler avec ton thérapeute avant quoi que ce soit. Parce que l'idée ici, c'est d'amener une certaine prise de conscience, une certaine vision pour t'aider à avancer dans la vie, à évoluer et te donner un coup de pouce pour réussir. Mais c'est certain que si tu as des problèmes, il faut s'assurer que l'approche soit appropriée pour toi. Il y en existe plusieurs approches. Ce n'est pas un souci, je vais revenir à ce sujet-là tantôt. Quand on parle de santé mentale, c'est un sujet vraiment très lourd, complexe, tabou. Il y a beaucoup de gens qui étudient différents domaines de doctorat en lien avec ça. Donc, c'est certain que je ne peux pas te résumer en une demi-heure tout ce qui est possible de savoir. Je veux dire, même moi, je ne sais pas tout. Mais par contre, une chose qui est simple à comprendre, c'est que il y a certains points communs qui vont revenir plus souvent que d'autres. D'emblée, il y a ton corps, toi-même, ta propre santé, ton cerveau, etc., pour voir qu'est-ce qu'il y en est, dans quel état qui est. Si on considère que tu vas bien, la vie étant scalée, tu vas avoir des stimulus de la vie. Et ça peut être de tout genre. C'est pas obligé d'avoir un lion qui te court après pour appeler ça un stimulus. Ça peut être autant positif que négatif. Ça peut être, hey, tu croises quelqu'un que tu aimes bien, que ça fait longtemps, puis c'est un peu hasard, tu vas être joyeux. Tout comme ça peut être ta blonde qui dit, chérie, il faut qu'on parle. Dépendant du stimulus qu'il y a, le stress ne sera pas forcément perçu et reçu, géré de la même façon. Conséquemment, la réponse au stress aussi va changer, dépendant l'impact que le stress a eu sur toi. Parce que si tu te fais courir après par un lion, ta vie est en danger, puis tu risques de courir pour un petit moment. Puis si tu te fais attraper, tu risques de mourir. Donc, l'impact est assez grand. Mais dans d'autres cas, des fois, ça va être une question de comment est-ce qu'on a développé notre relation face au stress. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple c'est chérie, il faut qu'on parle, autant tu ne sais pas si c'est un chérie, il faut qu'on parle parce que ça va pas bien puis je veux casser, de chérie, on a gagné la loterie. Mettons qu'on prend le premier cas de chérie, il faut qu'on parle parce que ça va pas bien puis je veux m'en aller. Il y a des gens, des fois, qui vont avoir une peine d'amour qui va durer 10 ans de temps, qui va les avoir traumatisés. Il y en a d'autres qui vont passer à autre chose dès le lendemain. Pourtant, le stress et l'impact dans les deux cas est le même. C'est juste qu'il y en a un, pas qu'il a nécessairement décidé que ça dure plus longtemps, mais je vais utiliser ce terme pour t'offrir l'image. Parce que proprement dit, que tu souffres pendant 2 mois, 2 ans, 20 ans, elle ne reviendra pas plus. Puis c'est souvent une approche qui est difficile à discuter. Parce qu'en général, quand il vient le temps de discuter de ce genre de sujet, à moins que ce soit pratiquement un pur hasard, c'est souvent lorsqu'on fait face à une situation problématique. Et quand on fait face à une situation problématique, on a des inconforts et ça nous touche. Donc, généralement parlant, notre capacité d'avoir une discussion réfléchie n'est pas la même que si ça ne nous touchait pas personnellement. Donc, quand on regarde ça, toute l'interrelation au stress est pas mal le game changer, si je peux me permettre l'utilisation de l'expression en anglais. Parce que si c'est un stress comme un autre, qui est plus une formalité, ça ne va pas vraiment te challenger ni positivement ni négativement. Donc, ce ne sera pas vraiment un stress parce que tu vas être capable de gérer ton homéostasie, ton équilibre interne. Si tu es au travail, tu fais face à un client, tu gères, puis gadon, ton système, il plante.
Si ça fait 50 fois qu'il a planté, pour toi, ça va devenir une formalité de dire, bon, ben, écoutez, on va prendre vos coordonnées, puis je vous reviens dès qu'on a réglé le problème. Tu ne vas pas vraiment stresser. Mais la première fois que ça va t'arriver, tu vas peut-être faire, oh, j'ai de l'air de quoi devant lui? J'ai-tu de l'air d'un cabochon incompétent? Fait que là, juste cette perception, perspective, selon de quel côté qu'on se situe dans cette situation, va changer le stress. Est-ce qu'il va être positif? Est-ce qu'il va être négatif? Ça va être quoi l'impact de ce stress-là? Probablement que si c'est la première fois que ça arrive, bon, écoute, on va t'apprendre, c'est pas si grave que ça. Si ça fait 50 fois que c'est de ta faute, ben, peut-être tu vas avoir une discussion avec le boss qui, malgré toutes les fois qu'il essaie de t'enseigner, il va dire, écoute, ça marche pas, apporte. Donc, selon l'interrelation qu'on a face à l'environnement, face au stress, l'impact ne sera pas le même. Puis malheureusement, c'est un sujet qui est très complexe parce que l'impact du stress, justement, savoir lorsqu'il est bien géré, donc il n'y a pas d'impact, qu'il soit positif ou négatif, il n'aura pas les mêmes répercussions physiologiquement parlant. C'est un sujet qui a été grandement étudié et qui démontre que, par exemple, les premières secondes, les premières minutes, c'est beaucoup des stress au niveau neurologique. Il va y avoir un relâchement d'adrénaline qui va être là. Si le stress dure plus longtemps ou qu'on a beaucoup plus on va avoir tendance plus à cogiter ou à ruminer le sujet, on va avoir une augmentation au niveau du cortisol. Donc là, ça va durer peut-être quelques heures. Dans certains cas, 90 minutes. Mais si c'est une situation qu'on vit puis qu'on rumine ou qu'on répète à vivre, donc si par exemple tu vis une situation poche avec quelqu'un, tu te pognes avec, tu fais une crise, tu le rumines, bon, jour 1, tu vas avoir du cortisol qui va monter. Mais si tu décides d'entretenir ce ruminage-là pendant 10 ans, ben, c'est un peu ton choix de dire que tu gardes ce stress chronique-là parce que tu ne passes pas à autre chose. À l'inverse, si tu étais dans une relation dangereuse, toxique, que tu te fais battre à tous les jours, même si neurologiquement, intérieurement, tu dis je passe à autre chose après aujourd'hui, ben, si ça recommence demain, puis après-demain, puis après-demain, puis après-demain, ben, tu as quand même un stress chronique qui est là. Puis le stress chronique, selon la durée que tu as, ça peut venir à nuire à ton système nerveux, à ton système hormonal, à ton système immunitaire, à ta digestion et plus encore. Donc, c'est vraiment un sujet qui est très complexe à adresser parce qu'il y a vraiment plusieurs points de vue à voir. Une image que j'aime bien offrir aux gens, c'est que ton corps, ta personne, ton être, c'est comme une boîte. Déjà, l'état de la boîte, ça dit quoi? Après, c'est qu'est-ce que tu mets dans ta boîte? Est-ce que tu vas mettre des moments positifs? Est-ce que tu vas mettre des moments négatifs? Puis des fois, c'est des choses que tu ne contrôles pas, mais ça rentre dans ta boîte. Après, ta boîte a une certaine capacité. Elle a beau être pleine de positifs, à un moment donné, tu roses pas mieux. Ben, à un moment donné, il faut que tu sois capable de gérer. Fait qu'il faut que tu sois capable de sortir certaines affaires de ta boîte. Puis sortir, c'est pas dire ben je quitte ce qui était heureux de ma vie, donc mon chum, les enfants à la maison, je vous quitte parce que j'ai trop de stress à gérer. C'est pas nécessairement ça. Mais des fois, c'est de dire OK, là, je me marie, j'ai une promotion, je gagne à la loterie, je pars en voyage, j'ai un partenaire d'affaires qui rentre. Mais imagine que tout arrive le jour même. Concrètement, dans ton agenda, comment vas-tu gérer ça? Il arrive un certain point qu'à un moment donné, c'est trop à gérer. Puis c'est correct, c'est toutes des bonnes affaires, mais c'est trop à gérer. Donc, ça ne veut pas dire que il faut que tu dises non automatiquement à certaines affaires, genre ton billet de loterie, tu ne vas pas le déchirer puis faire fuck it, je ne prendrai pas l'argent. Mais ça veut juste dire que aujourd'hui, c'est peut-être pas ma priorité, je vais peut-être pouvoir le mettre demain. Puis ce que tu vas mettre demain, c'est pas que tu l'aimes moins, c'est juste que c'est pas ta capacité durant la journée même de pouvoir gérer ça. À l'inverse, si c'est du négatif qu'il y a, comment tu le gères? Est-ce que tu décides de le garder dans ta boîte ou tu n'es pas capable de sortir de ta boîte? Est-ce que tu fais le choix de le garder dans ta boîte parce que ça touche ton identité, ça touche tes valeurs, ça touche des croyances, ça touche, bref, n'importe quoi qui fait j'ai pas envie de le garder, de l'enlever de là parce que c'est trop des souvenirs ou je suis peut-être encore amoureux du potentiel de ce qui pourrait être, qui n'arrivera jamais après finalement même des années.
Donc, comment tu gères la sortie des affaires de ta boîte? Mais aussi, ça amène à dire comment tu gères, comment tes affaires dans ta boîte s'entretiennent, ton mécanisme là-dedans. Est-ce que tu es capable de l'entretenir? Est-ce que ce que tu vas mettre dans ta boîte va être bien entreposé, à l'abri, protégé, ou finalement ta boîte est en train de tomber en miettes, tu as de l'eau qui coule, tu as de la moisissure qui pogne, puisque ce qui a le plus de valeur que tu mets dans ta boîte, finalement, est en train de nuire parce que ta boîte, ton corps, ta santé est en train de te lâcher. C'est ce qui fait la différence des fois entre es-tu capable de mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 affaires dans ta boîte ou tu en mets une seule de plus, puis gadon, il n'y a plus rien qui marche. Puis le portrait classique que je peux donner à ça est la situation suivante. C'est que des fois, quelqu'un peut avoir, par exemple, des gros troubles digestifs. Puis pour peu importe la raison, la personne a fait des gros changements alimentaires, puis, entre guillemets, elle va mieux dans le sens que ça s'aggrave plus parce qu'elle a retiré beaucoup de choses de son alimentation. Donc, si par exemple, pour elle, elle a retiré le gluten, les produits laitiers, les agrumes, les solanacées, les sucres incluants naturels, finalement, il y a beaucoup de choses que tu fais très, très, très restreint. Puis si moindrement, il y a une trace de ça qui rentre dans le décor, puis tu fais le croche pendant 3 jours, ça veut juste dire que finalement, tu as arrêté de mettre du gaz sur le feu, mais tu as encore un feu qui est là. Ben, c'est un peu ça l'analogie, ton mécanisme. Ton mécanisme, si tu mets moindrement un stress quelconque, ne serait-ce que minime, même si tu n'as pas le contrôle, si ça devient de foirer ton énergie, ton humeur, ta digestion pendant 3 jours à cause de ça, c'est ton mécanisme, ta tolérance, ta capacité d'adaptation n'est pas superbe en ce moment. Mais ce qui peut influencer aussi ton mécanisme, c'est tout ton côté mode de vie et ton environnement. Parce que tu as beau avoir une super bonne gestion, avoir des super bonnes hormones, un bon sommeil, etc. Mais si tu te tiens dans une job qui ne te rend pas heureux, qui t'empêche de passer du temps avec des gens qui t'aiment, que tu fais rien qui te stimule, qui te passionne, que tu es entouré de gens négatifs qui te rabaissent, qui doutent de toi, ben, tu n'auras pas à avoir des hormones dans le tapis, de façon optimale, avoir un bon sommeil, si ça, mais si c'est dans le mauvais environnement, un jour ou l'autre, ça va venir à t'impacter d'une façon. Du moins, ça va t'empêcher de croître. Puis toute cette méthodologie-là de voir face à ta boîte, si je peux dire ça de même, ça peut se passer à différents niveaux de palier. Si tu regardes, par exemple, ton stress, si tu me dis que tu es quelqu'un qui est stressé, ton humeur est affectée facilement, tu as beaucoup de doutes, tu peux effectivement regarder le palier santé mentale. Mais tu peux prendre aussi un pas de recul puis voir, au-delà de l'aspect santé mentale, comment le reste va. Si c'est chaotique, écoute, ta digestion, c'est caca, tu fais pas de sport, tu te fais battre à tous les jours, tu sais, je veux dire, le gros chaos, je serais comme pas surpris que ta santé mentale va pas bien. Puis on va pas l'adresser nécessairement de la même façon que si tu prends soin de toi, tu es en sécurité, tu n'as pas de manque de carence, tu fais un job que tu aimes, tu as des bons amis, une bonne famille, ta santé digestive, ton sommeil, le reste va bien, tu prends soin de toi, tu prends des moments pour toi. Je veux dire, un tel contexte ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre d'action pour t'aider davantage, mais ça va être un cas beaucoup moins lourd. Donc, selon le niveau de palier que tu peux concentrer ta vision pour essayer de mieux comprendre un sujet, tout comme tu peux prendre des pas de recul pour voir le portrait global, ça va te donner une meilleure compréhension de ta situation. Donc, c'est certain que si tu ne dors pas, tu ne bouges pas, tu manges mal, tu es mal entouré, tu ne fais pas un job que tu aimes, n'importe qui là-dedans ne sera pas tant heureux. Fait que c'est sûr que si tu amènes des changements au courant de ta vie, au courant de ton environnement, au courant de ton mécanisme, de ce qui rentre dans ta vie, de ce qui t'en sort, il y a beaucoup de choses à faire. Mais si tu as quelqu'un qui
Juste des prédispositions principalement génétiques. Quand tu vis un stress, pour toi, génétiquement parlant, on va dire, tu es quelqu'un qui va avoir une moins bonne capacité à gérer ton stress, à moins bien tolérer ton stress. Tu n'auras peut-être pas la capacité de gérer autant de stress aussi rapidement, mais reste va bien dans ta vie. Je veux dire, en ce moment, il n'y a pas de problème, mais quand ça t'arrive, ça va moins bien. OK, ben, on peut chercher des outils, à savoir, mettons, au niveau de l'organisation, délégation, communication, etc., voir qu'est-ce qui est possible de faire. Mais tu n'es pas quelqu'un présentement qui, ça l'empêche de dormir. Fait qu'on n'aura pas la même approche. Fait que ça, c'était vraiment l'image que je voulais offrir parce que selon les thérapeutes que vous allez voir, que ce soit en psychologie, que ce soit en relation d'aide, en art-thérapie, en développement personnel, en spiritualité, en constellation, nommez-les, chaque thérapeute va avoir une boîte outils, une boîte à méthodologie. C'est un exemple comme je viens de donner, qui vont chacun avoir leur perspective, leur point de vue, leurs outils, leurs approches, leur tempérament aussi. Puis quand ça va moins bien, c'est de voir qu'est-ce qui m'interpelle, qu'est-ce qui m'aide, qu'est-ce qui est accessible, puis tu y ailles. Parce qu'on t'aurait beau mettre, par exemple, 5 psychologues devant toi, ils n'auront pas les 5 la même approche, le même tempérament. Comme j'ai une amie, une fois, elle est allée voir un psychologue, puis honnêtement, elle a détesté ça, elle a trouvé ça long. Elle a changé de psychologue, puis elle en a trouvé une qui était beaucoup plus, pas comme une amie, mais une approche qui convenait beaucoup mieux comme ça. Elle était beaucoup plus proche, personnelle dans le développement de la personne que de dire, ben fais ci, fais ça. Donc, quand on veut prendre soin de notre santé mentale, c'est de trouver l'approche et au besoin la personne qui va mieux nous convenir pour ça. Puis des fois, c'est pas un chemin qui est approprié pour tous. Pour certaines personnes, ça va être le besoin de parler qui va aider le plus. Mais pour d'autres, ce qui va avoir le plus d'impact, ça va être de faire du sport. Donc, encore une fois, c'est un sujet qui est très complexe. J'ai l'air de blablater ça en rond tantôt. Mais c'est juste vous donner une perspective finalement de dire, OK, voici ta situation, voici le portrait global, voici les offres qui sont là. Qu'est-ce qui a le plus de résultats, de bienfaits pour toi, que tu sais que tu vas suivre, que tu vas vouloir continuer? Grosso modo, c'est ça. Donc, si dans certaines périodes de ma vie, par exemple, le stress côté santé mentale était plus dur parce que, mettons, social. On va prendre ça comme exemple. Ben, des fois, se retrouver, prendre du temps pour soi, changer d'environnement, ça peut faire du bien. Mais dans d'autres cas, la santé mentale peut être impactée parce que tu as beaucoup sur les épaules à faire dans ta vie. C'est pas parce que tu es mal placé, c'est pas parce que tu fais pas une bonne job, c'est juste que tu as beaucoup à gérer. Puis à un moment donné, tu n'arrives plus parce que tu arrives le soir, tu essaies de te coucher puis tu penses à tes impôts, mettons. Exemple classique de travailleur autonome. Ben, dans ces cas-là, ça va peut-être plus de l'organisation, de la gestion, de la délégation, de la communication. Fait que l'approche ne sera pas nécessairement la même pour tout le monde. Puis dans d'autres cas, si je reprends par exemple la situation de santé mentale où est-ce que c'est plus le social qu'elle est moins bien, il y a des gens pour qui que ce qui va leur faire plus de bien, ça va être partir 2 semaines à Cuba. Puis des fois, le simple fait de prendre du temps pour eux, de décrocher, de se permettre ce qu'ils voudront, laisse du temps à leur environnement de réaliser que ce qu'ils ont fait, c'était peut-être pas correct. On ne sait pas, ça dépend de chacun. Au même titre que si eux t'es en poste, en gestion, puis ils ont beaucoup à mettre sur les épaules, bien peut-être que l'autre personne à côté, ce qui va l'aider le plus, ça va être de faire du sport pour se défouler. Donc, c'est de trouver ce qui marche le mieux pour toi. Parce que des trucs, il y en a à tonnes. Puis tout le monde va te proposer des routines à n'en plus finir qui vont durer genre 3 heures. Genre, fais un bain d'eau froide le matin, fais 20 minutes de breathworking. Là, tu vas aller prendre un café, tu vas aller prendre une marche. Après ta marche, tu vas manger. Puis après ci, tu vas faire ça. Puis après ça, tu vas faire ça. Finalement, tu as comme 3 heures dans ta journée attribuées pour essayer de gérer ton stress. Quand finalement, peut-être pour toi, si tu trouves ce qui marche le plus, ce qui va t'apporter au moins 80% de résultats, ne va pas te prendre 20 minutes. Littéralement.
Puis cette réflexion-là de trouver ce qui est le plus optimal pour toi, pour t'accompagner, pour t'aider, tout en t'invitant toujours à les consulter, ce qui est toujours bon parce que même quand on n'a pas de problème, c'est bon à les consulter pour voir justement ce qui est plus prédisposé, ce qui est plus vulnérable, faire du développement personnel, trouver ce qui est des points faibles à travailler. Ça peut toujours être bon justement de faire des check-ups, à les consulter. Même moi, quand ça va bien, je ne me gêne pas d'aller consulter. Des fois, c'est que ça me permet de découvrir des affaires, des approches que je ne connaissais pas pour avoir un meilleur point de vue. D'autres fois, c'est justement me dire ah, ben, regardons, j'allais te voir pour telle affaire. Finalement, je ressors que je réalise que telle autre affaire ne marchait pas tant. Maintenant, je sais sur quoi travailler avant que ça devienne un problème. Mais cette approche-là, justement, de trouver ce qui va le mieux faire pour toi, ça s'applique également dans le choix de tes plantes médicinales pour t'accompagner. Donc, si tu regardes le portrait global, puis tu vois comment et où ça se manifeste en toi, donc tu prends du temps pour te reconnecter, t'écouter, voir comment ton corps réagit, puis tu vois l'intensité, la durée que ça prend comme ampleur, ça peut te donner un sérieux coup de pouce en termes de gestion des plantes. Parce que des fois, tu as des plantes qui vont agir hyper rapidement parce qu'ils vont être très, très, très spécifiques. Si je donne un exemple de cas, mettons de la passiflore, il y a eu des études cliniques sur la consommation de passiflore avant une opération dentaire, puis ils ont réalisé qu'une demi-heure, trois quarts d'heure, déjà, la passiflore agit très bien, mais la passiflore a un effet calmant. Par contre, si je regarde le même exemple, si je regarde quelqu'un, par exemple, que ça fait 20 ans qui est fatigué, chronique, stressé, mère monoparentale de 3 enfants, encore en train de gérer encore une histoire avec un ex toxique ou whatever, je veux dire, à un moment donné, ta passiflore peut te donner un coup de pouce à relaxer, détendre, peut-être dormir, OK. Mais quand tu es rendu à l'étape que tu n'as plus de gaz et d'énergie, ça ne sera pas suffisant. Là, on va devoir prendre des plantes qui vont agir plus dans des situations de long terme, mais qui vont probablement prendre un peu plus de temps avant d'obtenir l'optimalité des effets souhaités. Donc, on pourrait penser par exemple à des plantes adaptogènes comme de l'ashwagandha, mais aussi des plantes nutritives comme de l'avoine. Donc, selon la situation que tu vis puis où que ça se manifeste dans ton corps, l'approche ne sera pas nécessairement la même. Si pour toi, quand tu te sens moins bien, que ce soit ce côté santé mentale ou stress général, façon de parler, pour toi, ça se lance tout le temps au niveau digestif. Mettons qu'on parle, tu as des gaz, puis des spasmes, des lourdeurs, digestion un peu lente. Tu sais, tu as des plantes qui vont agir au niveau de la digestion, comme la camomille, du laurier, du basilic. Tu vas avoir une coupe de choix. Mais tu en as qui agiront pas tant au niveau de la digestion. Est-ce que si je te dis, ah ben de l'ashwagandha, ça aide à ton stress, mon stress nuit à ma digestion, l'ashwagandha, c'est bon. OK, ton ashwagandha va aider à ta gestion du stress, puis indirectement, ça peut aider à ta digestion. Cela dit, dépendant de ton profil, si tu prenais par exemple du basique sacré qui est un adaptogène, ben ton basique sacré, non seulement il y a un effet anti-stress, mais c'est aussi une plante carminative qui aide à ta digestion. OK, là, on devient un cas un peu plus spécifique, un peu plus adapté à toi. Donc, si pour toi, quand ton stress, entre guillemets, se lance dans ta digestion, tu peux faire des choix un peu plus ciblés. Donc là, c'est vraiment d'avoir des petites connaissances de base de quelle plante agit où. Je ne te demande pas d'être doctorat, là, mais pour faire des meilleurs choix. Parce que dans les exemples que je vais te nommer présentement, c'est toutes des plantes qui, de proche de loin, vont aider ta gestion du stress d'une façon ou d'une autre. Ils ne vont pas toutes s'équivaloir de la même façon, mais ils vont toutes pouvoir être mises de l'avant d'une façon ou d'une autre sur une compagnie face au stress. Donc, si on regarde, par exemple, au niveau digestif, on retrouve beaucoup de la camomille, du laurier, dans l'épuisement de l'ashwagandha, du basique sacré, au niveau de l'humeur, de la mélisse, de la rhodiola, ça peut même du safran puis du millepertuis. Au niveau de tout ce qui est un peu plus anxiété, ça a de la scutella, de l'avoine, de la concentration, ça a du romarin, de la sauge, du bacopa. Tu sais, je peux t'en nommer plusieurs qui vont souvent être mises de l'avant pour certains objectifs. Si je prends le bacopa, par exemple, c'est une des plantes, en fait, c'est la plante qui a le plus d'allégations au niveau du support des fonctions cognitives. Donc, on pourrait quasiment dire même nootropique. Mais le bacopa a aussi des effets calmants. Mais les effets calmants du bacopa ne seront peut-être pas de la même façon que de la passiflore, par exemple. Du bacopa, règle générale, ça prend un certain temps avant que ces effets s'installent.
mais les effets souhaités du bacopa, par exemple au niveau de la concentration, de la mémoire, etc., vont être super intéressants. Mais si c'est parce que tu viens de vivre une mauvaise nouvelle là, bien, probablement ta spaciflore va bien mieux convenir parce qu'elle agit rapidement, puis c'est un effet calmant comme on souhaite. C'est pas nécessairement de dire ah la passiflore n'a pas d'effet sur la mémorisation. Tu n'es pas là pour optimiser ta mémorisation. Tu es là présentement pour essayer de gérer une mauvaise nouvelle. Fait que quand tu commences à te poser des questions sur quelle plante médicinale aide au stress, spécifie ta recherche. Si tu sais que ton stress à toi, mettons, te crée une certaine anxiété, disons ça de même, puis qu'au passage, ça nuit à ta digestion, puis ça nuit à ton sommeil, ben ça va être différent de mon humeur est bof-bof, j'ai pas d'énergie, puis j'ai besoin de me concentrer. Ben, si tu spécifies déjà ces questions-là, puis tu regardes les choix qui sont appropriés pour toi, tu vas rapidement réaliser que finalement, le choix des plantes ne seront pas forcément les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas trouver des points communs. Si, par exemple, tu cherches des plantes qui vont soutenir le sommeil puis aider à ton humeur, ben, tu as des études sur la mélisse et l'avoine qui, dès jour 1, démontrent certains bienfaits. Mais la mélisse et l'avoine n'auront pas nécessairement la même modalité. Ce que je veux dire par là, c'est que la mélisse, par exemple, c'est une plante qui va soutenir la digestion, peut accompagner au niveau de l'humeur, va avoir un effet sédatif aussi. Et son effet sédatif va être beaucoup plus fort, plus vite que l'avoine. L'avoine, même si elle a des effets calmants, si on parle par exemple du grain ou de la paille d'avoine, puis c'est pas dans des doses où est-ce que c'est les fibres que je vais chercher pour la santé intestinale, par exemple, mais c'est vraiment au niveau cognitif que je parle, ben, même si l'avoine, tu peux voir des effets calmants, voire même possiblement au niveau de l'humeur, tu vas voir des effets sur les performances cognitives que la mélisse n'aura pas tant. Donc, des fois, c'est de dire, OK, quelle plante peut m'aider pour mon stress? Spécifie. Quelle plante peut m'aider pour mon stress, mon humeur, mon sommeil, versus quelle plante peut m'aider pour mon stress, pour mon énergie, puis ma concentration? OK. Maintenant que tu as spécifié que tu as des choix différents, tu peux avoir des choix qui vont ressortir des fois dans les deux cas. OK. Telle plante, quelle modalité tu proposes à ça? Ben, de l'avoine, par exemple. Un étudiant qui est fatigué, qui a de la misère à se concentrer, qui commence à manquer de gaz, c'est une chose, versus la mélisse que, écoute, là c'est difficile ce temps-ci, je viens d'avoir une grosse semaine, puis ça me tourmente, mon humeur est affectée, puis j'ai de la misère à dormir. J'ai besoin de dormir là. Mon avoine, ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas aider, mais ça va moins rentrer que de la mélisse. Donc, quand tu regardes ton besoin, comme je disais tantôt, mettons ta concentration, ton énergie versus ton humeur et ton sommeil, puis tu regardes aussi les causes possibles attribuées à ça. Parce que si tu as des troubles, mettons, digestifs, des troubles hormonaux, des troubles, peu importe c'est quoi, bien, si tu es capable de les adresser en même temps au passage, pourquoi pas? Puis des fois, tu as des plans justement qui vont adresser plusieurs choses en même temps. Mais ça ne veut pas dire que ça va être la meilleure sur toutes. Comme par exemple, si je prends de l'avoine, ça va être génial pour quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui n'a pas d'énergie parce que c'est nutritif. Mais quelqu'un qui est fatigué, qui n'a pas d'énergie, c'est comme pour vouloir prendre une multivitamine, ça va prendre du temps. Donc, si tu as besoin d'un effet rapide, ben, tu vas être bien mieux sur de la rhodiola. Fait que même si ton avoine va toucher toutes les sphères que tu recherches, si toi, tu es dans un contexte et tu as besoin d'une réaction là, ben, probablement, tu vas être mieux avec un complexe de plantes. C'est juste que les complexes de plantes, souvent, tu vas avoir des contre-indications plus multiples avec des médicaments. Donc, si tu as des maladies, des médicaments, il faudra que tu fasses attention à ça. Mais si tu établis sur papier ce que tu recherches, exemple, un effet antidépresseur, anxiolytique, anti-inflammatoire, adaptogène, et tu couvres toutes les sphères qui te nuisent, ben, à partir de là, tu peux poser la question, quelle plante fait quoi? Puis tu peux en jaser avec ton professionnel par la suite pour voir si c'est approprié. N'hésite pas à venir nous voir au magasin, on va pouvoir t'accompagner là-dedans.